Ça fonctionne? Vous m'entendez? Ouais. Non. Donc, allons-y. Une session qui commence, qui a beaucoup de slides. Je l'ai fait à Montréal, ça a duré 59 minutes 46 secondes, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite aujourd'hui. Donc, je me présente rapidement. Vous l'entendez, je suis québécois, je suis de Montréal, je dirige une entreprise qui s'appelle Finfino Consultant, qui est évidemment une boîte de FileMaker. En fait, je fais du FileMaker depuis 1992, donc depuis quand même un petit bout. C'est ma 8e participation à la FMConf. Et je suis membre du CA de FMQC. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous parler d'une certaine rumeur qu'il y aurait peut-être une conférence québécoise l'hiver prochain. Donc, si vous avez envie de voir Montréal l'hiver, habillez-vous chaudement et venez nous visiter. L'appel à candidature pour les conférenciers est en cours présentement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous êtes les bienvenus. Donc, je me présente en 4 photos, je pense. Je suis un amateur de whisky. Je fais mon propre whisky, moi-même. Au bureau, d'ailleurs. Ouais. J'en ai pas apporté. Je fais beaucoup de photos. Je suis un amateur de photographe passionné. D'ailleurs, cette photo-là a été prise tout près de Santa Clara une fois où je suis allé chez FileMaker. Donc, c'est le Pacifique. Ça s'appelle Half Moon Bay. J'ai une fille exceptionnelle qui est ici photographiée en Bretagne durant nos vacances de l'été dernier, qui a 12 ans. Et puis, je suis amoureux de la Gaspésie. C'est un petit peu une blague que je ramène à chaque présentation, mais je vous parle toujours de la Gaspésie, qui est mon coin préféré du Québec. Si un jour vous venez visiter le Québec, ajoutez la Gaspésie à vos destinations. C'est un peu loin, mais ça vaut le coup d'œil. Alors voilà, allons-y. Ma session s'appelle « Une constellation d'erreurs ». J'ai prévu ma souris pour pouvoir me déplacer. Donc voilà. Oups, là, c'est le reculon. Comme ça. Donc, si on veut, c'est un peu le post-mortem d'un projet qui a quand même passablement dérapé, qui était la création de Casserole Nova, le produit qu'on fait, qui était en fait une réécriture de la casserole, le produit que je fais depuis 25 ans. Donc, c'était, je vais en reparler un petit peu plus loin. Il y a une petite mise en garde. C'est une session qui demande une bonne dose d'humilité. Donc, j'ai quand même, je me trouvais plutôt rigolo quand j'ai proposé le sujet à Olivier, mais quand je me suis assis devant mon ordinateur pour commencer à préparer ces slides-là, je me suis rendu compte que c'était pas si simple de vous parler de ce sujet-là. Puis d'ailleurs, je tiens à mettre en garde aussi sur le fait que c'est un projet qui a duré 4 ans, qui a été très long, très compliqué. Il y a eu plusieurs époques, plusieurs saisons dans ce projet-là. Évidemment, c'est impossible de tout vous expliquer en détail, donc j'ai essayé de condenser. Donc, il y a des petits bouts où je fais des raccourcis puis tout ça, mais j'ai essayé de trouver ce qui pouvait être intéressant pour une session à travers ce projet. Donc, pourquoi venir ici devant vous parler de mes erreurs? Donc, premièrement, c'était un projet titanesque. C'était vraiment un gros projet à l'origine. Donc, je pense que c'est pas... Vous avez tous fait des gros projets, j'imagine. Mais ça reste que c'était quand même quelque chose de particulièrement gros. Je pense que ça vaut la peine de se pencher là-dessus et de regarder ce que ça implique de développer un projet aussi immense. Je pense qu'il y a des erreurs qui sont commises dans tous les projets. Tu sais, c'est un peu normal, on n'est pas parfait, personne. En tout cas, s'il y en a qui sont parfaits, je vous félicite. Mais ce projet-là a été particulièrement dérapé sérieusement, donc je pense que ça valait la peine qu'on en parle. Dans la vie, je trouve que c'est important d'apprendre de ses erreurs, mais si on apprend de ses erreurs puis qu'on garde ça pour soi, ben déjà, on a perdu un peu de l'intérêt. Donc, mon idée était des fois, on partage nos bons coups, mais là, j'avais envie de partager mes mauvais coups aussi. Pour peut-être éviter à d'autres de tomber dans les mêmes ornières et de faire répéter ces erreurs-là qui sont assez coûteuses. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un petit peu d'histoire. On va parler de l'histoire un peu de moi et de la casserole. Donc, je suis un ancien graphiste. J'ai eu un studio de graphisme dans les années 90 où j'avais développé moi-même un outil de gestion pour nos propres besoins. De FileMaker 2 à FileMaker 5, là, quelque chose comme ça dans ces années-là. Ensuite, j'ai eu une autre entreprise où on se spécialisait vraiment dans le développement d'un outil en FileMaker, mais qui était fait dans un tout autre secteur d'activité, mais qui m'a permis quand même de beaucoup m'améliorer au niveau développement, puis de m'améliorer au niveau de la commercialisation. Donc, on en a vendu quand même pas mal de cette solution-là qu'on faisait durant ces années-là. Donc, j'avais rencontré beaucoup de clients, puis j'avais beaucoup pris d'expérience sur la mise en marché d'une solution FileMaker.
De 2005 à 2010, Finfino existe à partir de 2005, et puis là, on est consacré uniquement à la casserole. En fait, de 2005 à 2008, je suis tout seul dans mon sous-sol, et je bricole la casserole, puis je fais des ventes autant que possible. Donc, on est passé quand même de 0 à 150 clients durant cette période-là. À partir de 2011, Finfino continue d'exister, mais là, on ajoute du développement custom, du développement sur mesure. On se met à faire du développement sur mesure. En parallèle, la casserole passe de 150 à 500 clients. Et puis, le FileMaker évolue en même temps, bien entendu. C'est important dans l'histoire de voir qu'à partir de cette date-là, on a commencé à faire du développement sur mesure. Donc, en parallèle à tout ça, on commençait à faire nos premières démarches en Europe. En 2007, on a créé une petite boîte qui s'appelle Finfino France, qui commercialise le produit en France. Et puis, à partir de 2013 à 2017, on a réécrit complètement la version de la casserole pour en faire la casserole Nova. Donc, c'est cette période-là qui est le sujet de ma conférence aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est Casserole Nova? J'imagine que déjà plusieurs le savent, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas. Donc, en gros, là, c'est un logiciel de gestion de projet pour des entreprises de services. Ça gère projet, budget, devis, facture, gestion des feuilles de temps, des coûts, gestion des clients et fournisseurs. C'est multi-devises, c'est multilingue, c'est multidivision, ça peut gérer plusieurs boîtes en même temps. Ça fait beaucoup de choses quand même. C'est quand même un logiciel de gestion de projet qui est assez simple, mais qui a quand même beaucoup de puissance en dessous pour s'adapter à différents types de clients. Bon, j'ai mis quelques captures d'écran juste pour rapidement vous illustrer qu'est-ce que c'est. Ça, c'est la page d'accueil. Les différentes sections sont là. On a ici la section qui sert à faire la saisie du temps, qui s'appelle Ma journée. Donc, la liste des projets à gauche. Ce qu'on a inscrit aujourd'hui à droite. Ce calendrier en haut. Donc, avec des lignes de temps pour les tâches, les heures réalisées, tout ça. Ça ici, c'est la fiche d'un projet. Donc, encore là, avec plusieurs graphiques, statistiques, il y a un aspect financier assez fort dans la casserole Nova. Je vais un jour m'habituer à ne plus dire la casserole, mais dire casserole Nova. Donc, il y a un aspect financier qui est assez important quand même, où on gère beaucoup les budgets, les coûts de chaque projet. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ce logiciel-là? Donc, on a environ 540 clients qui utilisent la casserole, dont 350 sont toujours actifs. Évidemment, il y en a qui ferment, qui fusionnent, qui disparaissent, qui décident de ne plus utiliser la casserole, ça peut arriver. On a environ 3800 utilisateurs actifs. Puis sur ces 350 actifs, il y en a 40 qui utilisent la nouvelle version, Casserole Nova, parce qu'on a fait notre première installation en mai 2017, donc c'est assez récent quand même. Donc, qu'est-ce que je veux dire par titanesque de tous des développeurs? Donc, 96 tables, 6000 presque rubriques, 1800 scripts, 30 000 objets sur 410 modèles et 25 000 heures de développement. C'est un peu le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est 25 000 heures de développement, c'est énorme. Donc, il y a 26 personnes différentes qui ont travaillé dans ce projet-là. Donc, c'est des données qui sont importantes de considérer aussi pour la suite de ma présentation. Donc, juste prenez un petit instant pour réfléchir à ce que ça implique d'importer les données d'un ancien système avec des gens qui utilisent le système depuis 10 ans, 15 ans, qui ont plusieurs données, puis d'importer ça dans un nouveau système qui a une structure complètement différente. Juste les scripts d'importation, ça a été un projet déjà assez titanesque aussi. Donc, le projet à l'origine, quelque part en 2013, on se dit, OK, on va réécrire ce logiciel-là pour en faire Casserole Nova. En fait, on s'est posé la question, avant de dire que je vais réécrire, on s'est posé la question, là, vous le savez qu'on va réécrire, mais... Donc, on s'est posé la question, ça faisait 21 ans que le logiciel existait, qui était bon, il n'était pas mis en marché depuis 21 ans, il y avait quand même du vieux code de 21 ans, là, si on veut, dans le système. Donc, est-ce qu'on le réécrit ou pas? Donc, j'ai commencé par faire un cahier de charge qui avait une douzaine de pages, que j'ai consulté récemment pour faire cette slide-là. Donc, on demandait dans le cahier de charge d'avoir une meilleure performance par Internet, donc sur le serveur distant. On voulait que ce soit multilingue. La casserole, jusqu'à aujourd'hui, a été en français seulement. Donc, on voulait ajouter l'aspect multilingue pour, évidemment, bon, je vais en reparler un peu plus loin de toute façon. On voulait avoir une interface graphique plus légère, plus facile, qui s'adapte aux écrans plus grands aussi, parce que dans la version précédente, on était limité à une taille d'écran fixe.
On voulait utiliser les scripts côté serveur parce que c'était quelque chose qui n'existait pas dans les versions précédentes. Et puis, ce qui impliquait aussi de rendre la casserole systématiquement utilisable avec un serveur. Alors qu'à la version précédente, on pouvait l'utiliser sur son ordinateur directement. Donc, on voulait bien sûr profiter de ce que FileMaker a apporté au fil des années et ajouter un volet mobilité à tout ça. Donc, en gros, là, les 12 pages, résumé sur une slide, ça donne ça. En même temps, on s'est dit, tiens, on va changer de modèle d'affaires. On va devenir plus moderne un peu dans notre façon de vendre ce logiciel-là. Donc, on voulait avoir un modèle calqué sur des applications web parce que nos compétiteurs sont beaucoup des applications web. Donc, on s'est dit mensualité par utilisateur, 3 paliers d'utilisateurs différents, systématiquement hébergés chez nous. Donc, vraiment le modèle SaaS là, donc, que tout le monde fait. Puis, fonctionner sans contrat, sans obligation. Le client peut utiliser le logiciel 2 mois, 6 mois, 20 ans, pas de problème. Donc, l'aspect multilingue, c'est sûr que ça va de soi presque, mais il y a juste 4% de la population mondiale qui parle français, donc on se limitait beaucoup avec un logiciel qui était juste en français. D'où il faut dire qu'on vit dans un... Oui, je parle français, mais je vis dans une mer d'anglophones. Donc, on est 8 millions de francophones au Québec, principalement, au Canada francophone, sur 36 millions d'habitants. Mais si on rapporte ça à l'Amérique du Nord, ben c'est sûr que les statistiques sont assez claires que ça nous prenait un logiciel qui soit multilingue. Donc, on parle français, mais on est un petit peu les irréductibles. J'ai changé les noms des villes. Hein. Donc, autre chose qui existait dans la version précédente, c'est qu'on avait dans la version 4, la casserole, qui était la 2 versions en arrière, on avait une logique qui fonctionnait par dossier. Donc, on n'avait que des dossiers. Nos clients créaient des dossiers. Puis dans ces dossiers-là, ils allaient inscrire des heures, des frais, tout ça. Dans la version 5, on a ajouté des projets. Puis comme on voulait pas réécrire, on a rajouté des projets un peu par-dessus les dossiers. Donc, un projet, c'était un groupement de dossiers. Mais les projets et les dossiers avaient des comportements différents. On pouvait pas mettre des heures directement dans un projet. Il fallait mettre toujours des heures dans un dossier. Ce qui était un peu bizarre pour nos utilisateurs. Mais qui était, c'est seulement un exemple, parce que vous comprenez qu'avec toutes ces années de développement-là, il y a un paquet de choses comme ça qu'on a fait un peu bizarrement parce qu'on n'avait pas le choix. Fallait qu'on assure une continuité dans l'utilisation pour nos clients. Et dans la casserole Nova, ben là, on voulait mettre 3 paliers de projet. Avec vraiment l'ensemble des fonctionnalités sur les 3 paliers de projet. Donc ça, c'est un autre élément qui a pesé dans la balance pour dire on n'a pas le choix, il faut réécrire à partir de zéro. Il y avait plusieurs autres grands changements. On voulait ajouter une gestion des budgets, on voulait fusionner les coûts, c'est-à-dire qu'avant, on utilisait des tables séparées pour les types de coûts, donc les heures, les frais, le temps des freelances, tout ça. On voulait remettre tout ça ensemble. On voulait augmenter les configurations d'accès, c'est-à-dire comment un utilisateur se connecte, quels sont ses droits, tout ça. On voulait mettre ça plus flexible, avec beaucoup plus d'options. On voulait permettre les relations mère-fille pour les compagnies, puis j'aurais pu mettre 20 slides là, sur les différents changements qu'on voulait faire. Donc, à l'évidence, on est en 2013, puis on se dit on n'a pas le choix, on fait fichier nouveau, puis on démarre un nouveau développement. Donc là, on se dit, bon, d'après moi, ça va prendre environ 18 mois. Je vais prendre un des développeurs qu'on a dans l'équipe, je vais lui demander, développeur, refais la casserole. T'as 1 an et demi. Donc, on s'est dit, bah tiens, on pourrait utiliser le temps disponible de l'équipe. Donc, évidemment, comme on fait des projets de développement custom, il arrive des périodes où il y a un peu moins de boulot, on attend quelque chose, on a quelques jours de disponible. On va utiliser ce temps-là pour travailler sur le projet. Puis c'était écrit aussi dans le projet initial qu'on voulait arriver, premièrement, au point où on avait l'équivalent de ce qu'il y a dans la V5. Puis ensuite, on viendrait ajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc, on va y revenir à ça. Donc, faisons un petit peu de contexte. Je vais finir par arriver dans le vif du sujet bientôt. Donc, le contexte, ben, il faut comprendre parce que c'est un projet qui a été développé pendant une phase de croissance de l'entreprise. C'est comme on a ajouté le développement sur mesure. On a eu plusieurs clients, plusieurs projets. On a embauché des gens. On a agrandi nos bureaux plusieurs fois. On a fait un paquet de projets en parallèle. C'était pas notre seul projet.
Je me rappelle d'avoir déjà fait une session à la FM Conf il y a plusieurs années où je disais que c'est mauvais de faire deux choses en même temps. Donc, j'avais juste à apprendre moi-même de ce que je disais. Donc, évidemment, on avait un budget qui n'était pas illimité. On avait des ressources financières disponibles pour écrire la casserole, mais pas non plus de façon illimitée. Donc, si on réfléchit un peu, 25 000 heures en 196 semaines, la durée du projet, c'est 128 heures par semaine de développement. Donc, si on prend 25 000 heures, on se dit que c'est l'équivalent d'avoir 12 développeurs dans une salle pendant un an, 52 semaines, 40 heures par semaine, qui travaillent sur un projet, ça donne 25 000 heures. Donc, c'est ça, 25 000 heures. C'est beaucoup de temps. 25 000 heures, si on s'amuse à dire, mettons, c'est environ 40 € de l'heure au coûtant, salaire des employés, les locaux, les frais fixes, tout ça, mais on parle de 1 million d'euros pour développer ce projet-là. Puis si on pousse un peu plus loin la réflexion, histoire de se donner les larmes aux yeux, si on se dit, chez nous, le client moyen rapporte 148 € par mois. Donc, ça prend 113 clients qui vont payer tous les mois pendant 5 ans pour apporter 1 million. Puis avec ce million-là, on a payé juste le développement. On n'a pas payé la mise en marché, les représentants qui vont sur la route, tout ça. Donc, puis en même temps, l'aspect aussi de croissance en parallèle. On avait 11 salariés en 2013, et puis on en avait 29 rendus en 2016. Donc, il y a eu quand même une croissance, beaucoup d'embauches, beaucoup d'autres choses à faire que de s'occuper de la casserole. Donc, il y a 20 personnes dans notre propre casserole qui a inscrit plus de 100 heures sur le projet, donc 13 développeurs, 2 graphistes et 5 chefs de projet. Donc, pas mal de monde qui ont mis la main dans ce projet-là. Donc, on y est. Les 6 grandes conneries. Donc, allons-y avec la connerie numéro 1. Donc, moi, je m'étais dit au départ, si je donne la responsabilité à un développeur, il va s'en occuper, puis il va me faire le projet. Mes développeurs sont bons, puis il n'y a pas de raison, c'est pas si compliqué que ça. Mais non, ça marche pas comme ça. On peut pas faire un projet aussi gros à une personne tout seul. En fait, c'est pas impossible de le faire à une personne tout seul. Mais si on veut le faire en équipe, parce que 25 000 heures à une personne tout seul, c'est quand même plusieurs années. Donc, si on veut le faire en équipe, il faut un chef de produit. Puis ça, je le remarquais ce matin dans la présentation de FileMaker. FileMaker ont des chefs de produits pour leurs différents produits. C'est un peu normal en informatique. Si on veut développer quelque chose, ça prend un chef de produit. Donc, le chef de produit, c'est pas non plus un chef de projet. C'est pas lui qui va gérer le projet au quotidien, qui va dire aux gens quoi faire à chaque jour, et tout ça. Le chef de produit, son rôle, c'est de jouer au client. C'est d'être le client. Parce qu'un projet comme ça n'a pas de client. En fait, il y en a 500, là, il y en a un paquet de clients, mais on n'a pas une personne à qui se référer. Donc, le chef de produit, c'est son rôle de déterminer la liste de ce qu'on a besoin, de faire la liste des caractéristiques, de prioriser ce qui est important, ce qui ne l'est pas, de s'assurer qu'on met dans le produit qu'est-ce qu'on a besoin pour vendre le produit, et non pas tout ce que les clients nous ont suggéré. Parce que si on prend la boîte à suggestions des clients puis qu'on regarde tout ce que les clients nous ont suggéré, c'est pas 25 000 heures que ça prend, c'est 200 000. Donc, c'est important qu'on décide qu'est-ce qu'on met. Puis ça prend un chef qui va trancher. Ça, on le fait, ça, on le fait pas. Ça, c'est important, ça, ce n'est pas. Qui va permettre aussi de déterminer, c'est pas juste de dire ça, on le fait. Il faut dire jusqu'où on le fait. On peut aller très, très loin dans un petit détail, une petite fonction. On peut pousser pendant des semaines de développement. Puis dans un produit comme la casserole, c'est un peu normal d'aller plus loin que dans un produit de développement sur mesure, parce qu'on s'adresse à beaucoup de monde en même temps, puis on veut s'assurer que ça répond aux besoins de la majorité. Donc le chef de produit, à l'origine, ça devait être moi. Mais là, 11 salariés à 29, 4 agrandissements, des projets de développement sur mesure, trouver des clients, faire travailler tout ce monde-là, j'étais un petit peu occupé ailleurs. Et puis, il y en a plusieurs dans l'équipe qui ont dit, comme Maxime n'est pas disponible, je vais aller, moi, prendre la direction de ce projet-là. Un peu de façon non officielle ou plus officielle, où il y a eu différentes époques dans le projet, avec différentes personnes qui sont arrivées avec des visions différentes, puis des façons de voir le produit différents. Ce qui fait qu'on a pris différents chemins, qui n'étaient pas toujours celui que moi j'aurais souhaité. Donc, il y a des sections entières de ce produit-là qui ont été écrites, puis qui ensuite ont été jetées. Parce que
quelqu'un est passé puis il a dit, ben ça, c'est pas important. Ou ça, on le fera plus tard. Donc, il y a des choses qui ont été repoussées aussi, qui ont finalement disparu complètement du système. Puis des fois, des sections assez impressionnantes et bien faites, qui malheureusement sont différentes. Donc, tu sais, le chef de produit, c'est vraiment son rôle d'avoir une vue d'ensemble puis de vraiment appliquer le plan. On fait un plan, on le respecte. Qu'est-ce qui est pas prévu, on le fait pas. C'est lui qui tranche, en fait, si on s'embarque ou non dans une section de projet. C'est lui aussi, si on veut, qui détient les cordons de la bourse. Donc, c'est lui qui va décider si on paye ou si on paye pas pour une fonction. On dit, oui, cette fonction-là est demandée par certains clients, mais est-ce qu'il y a une rentabilité possible? Est-ce que ça vaut la peine d'investir 4 mois de développement pour gagner 6 clients? Alors que ces clients-là vont jamais payer suffisamment pour... Donc, il y a toujours cet aspect-là aussi monétaire dans la tête du chef de projet. Alors, connerie numéro 2. Il y en a 6 comme ça va être long. Donc, on a un cahier de charge, on a la version précédente. Dans le fond, on a tout ce qu'il faut pour que les développeurs puissent savoir quoi faire. Avec ça, ils ont déjà une espèce de maquette de ce qu'on a besoin. Mais non, ça marche pas comme ça non plus. Ça prend de la planification. Ça prend beaucoup de planification. Puis, un projet comme Castronova, comme plusieurs autres ici dans la salle qui font des systèmes un peu vendus en quantité comme ça, c'est plus compliqué à développer parce que on répond pas aux besoins d'un client, on répond aux besoins de plusieurs. C'est-à-dire que dans le système tout simple d'impression de facture, ben, il y a des clients qui les veulent de telle façon. Nous, par exemple, on a la différence entre le papier lettre, le papier A4, les langues, les devises, tout ça. Donc, ça amène une complexité. Donc, faire une impression de facture, ça peut être pas mal plus compliqué que dans d'autres systèmes. C'est comme ça un peu partout, en fait. Donc, c'est important de planifier, c'est important d'utiliser un système de gestion de tâches, puis de vraiment suivre le plan. Vraiment, vraiment suivre le plan. Puis d'avoir... le dernier point, c'était que c'est pas une bonne idée de penser qu'un développeur peut faire ça. Donc, gérer le projet puis développer en même temps, c'est pas facile parce qu'on a le nez dans le projet, puis on a le nez dans le code, puis on n'a pas nécessairement la vue d'ensemble que ça prend pour être capable de planifier un projet comme ça. Donc, moi, tu sais, j'avais fait les versions précédentes tout seul. Tu sais, fait que moi, dans ma tête, c'était possible de faire un projet comme ça tout seul. Mais c'est pas si simple. Parce que là, on travaillait en équipe. Puis travailler en équipe, ça demande beaucoup de choses en plus, en fait. Il y a beaucoup d'étapes en plus. Puis la planification est clairement un point central dans le fait de travailler en équipe. Faire des maquettes, j'en ai parlé, je pense, il y a 2 ans, dans une session. Moi, j'y crois beaucoup. Je trouve que c'est une belle façon de mettre clairement ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin. Puis ça vaut la peine, puis ça fait éviter des pertes de temps de façon spectaculaire. Et puis, dans le cas d'un projet comme ça, je pense que faire un storyboard, c'est quand même intéressant aussi. C'est-à-dire que l'utilisateur qui veut faire un devis, par quel chemin il va passer dans le système pour arriver jusqu'à son devis, c'est pas toujours facile à comprendre non plus pour le développeur qui est en train de faire une super fonction de devis. Mais il y a des détails, dans l'utilisation qui sont importants. Puis en faisant un storyboard, on est capable de beaucoup mieux planifier ces choses-là, puis les faire comme il faut du premier coup. Bon, numéro 3. Et je m'étais dit, ils vont prendre des bonnes décisions quand même, je les connais depuis longtemps, c'est des bons développeurs. Puis c'est vrai, c'est pas des imbéciles, là, mais c'est pas non plus des utilisateurs. Ils sont pas dans le même fauteuil que l'utilisateur, ils ont pas la même façon de voir les choses. Dans un projet normal, un projet de développement custom, comme on fait souvent, il y a un client, puis il y a un budget comme garde-fou, qui nous empêche de mettre le pied en dehors de ce qu'on est supposé faire. Puis le cahier de charge, c'est super important. Notre plan, faut le suivre. Faut surtout éviter les initiatives, parce que tout le monde a des bonnes idées, mais toutes les bonnes idées sont pas nécessairement bonnes à faire, surtout pas dans un système comme ça. Donc, puis là, ça prend quelqu'un, évidemment, que c'est son rôle de jouer au garde-fou. On en a parlé un peu avant, c'est d'avoir un chef de projet.
Donc, au fil du temps, j'ai découvert des sections, pourtant très bien faites, magnifiques et très fonctionnelles, mais que moi, j'aurais jamais autorisé, j'aurais jamais pensé que... Je pense pas que encore aujourd'hui, ces fonctionnalités-là qu'on a mis dans la casserole vont nous aider à en vendre plus. C'est bien, mais c'était du temps perdu. Puis pendant ce temps-là, il y a des fonctions super importantes qui sont pas dans la casserole, qui étaient dans le cahier de charge d'il y a 4 ans. Comme Marie, qui s'occupe des ventes chez nous, elle a demandé en 2016 à quel endroit on configure la langue de préférence du client. Tu sais, je vois rien dans ce sujet dans le fiche de compagnie. Bon, mais aujourd'hui encore, là, en date d'aujourd'hui, octobre 2017, c'est toujours pas dans la version qu'on a. C'est dans la prochaine version, là, on vient de le faire, mais c'est toujours pas là. Donc, il y a des choses qui ont disparu, et puis ça, c'est quand c'est dans le cahier de charge en plus, puis ça disparaît, il y a vraiment des mauvaises décisions qui ont été prises à plusieurs endroits. Puis ça, c'est une chose assez triste aussi. Un développeur chez nous qui prétend que tout ce qui est écrit comme code dans la casserole n'existe plus dans la version actuelle. Donc, tout ce qu'il a fait, lui, ça a été modifié par après, ça a été changé, ça a été effacé, ça a été déplacé ailleurs. Puis quand je regarde les feuilles de temps, ce développeur-là a travaillé 1450 heures dans le projet. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent jeté par la fenêtre. Là. Ça va bien jusqu'à maintenant? Vous n'êtes pas trop découragé? Donc, connerie numéro 4. On a une super idée géniale. On va utiliser le temps perdu de l'équipe de développement, Custom, pour travailler sur la casserole. C'est génial. Ce temps-là, de toute façon, il est facturé à personne, donc il est gratuit. On va s'en servir, puis ça va aller bien plus vite. Mais non, c'est pas si simple. Ça peut pas se faire comme ça. En fait, en y réfléchissant, je me dis que oui, ça pourrait le faire. Mais ça demande un niveau de planification, de chef de projet, de chef de produit, qui est vraiment beaucoup plus loin que ce que nous, on a fait. Ça pourrait se faire, mais c'est vraiment pas facile. Donc, parce que le développement sur mesure, qui est facturable, il est toujours prioritaire. Donc, on développe en parallèle un produit comme la casserole. On se dit, là, il y a un client qui arrive avec une nouvelle section à rajouter dans un de ses projets, où il y a des corrections à faire, où il y a un nouveau développement, et puis il y a un chèque dans les mains, puis je veux que tu travailles pour moi, mais c'est certain que tu prends ce projet-là en premier. Et puis il y a des fois des choses qui sont très urgentes aussi, qui demandent aux développeurs de s'en mêler maintenant. Donc, il abandonne ce qu'il est en train de faire sur la casserole pour aller travailler sur son projet de développement. Puis, on perd beaucoup de temps à planifier quelque chose. La semaine d'après, le temps prévu est plus disponible. On annule, on replanifie, on fait des plans, puis finalement, les plans sont pas respectés. Donc, ça fait travailler du monde aussi qui planifie tout ça pour des choses qui se réalisent jamais, ou en tout cas pas à chaque fois. Donc, il y a une chose aussi, c'est que, bon, évidemment, vous l'avez vu tantôt, 96 tables, tout ça. Casserole Nova, c'est quand même un système assez compliqué dans lequel on n'embarque pas du jour au lendemain. On peut pas prendre un jeune développeur et dire, tiens, tu vas me rajouter une nouvelle fonction dans telle partie du logiciel. Ça demande un certain apprentissage. L'aspect multilingue, multidevise, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, s'il y avait ça aussi, il fallait laisser le temps aux gens d'être capables de bien comprendre dans quoi ils travaillent. Bon, ça, je l'ai dit tantôt, là, les 20 heures de planifier le vendredi, on faisait notre réunion de production le vendredi. Donc, le vendredi, on planifie travailler 20 heures. La semaine prochaine, ben, le lundi arrive, puis les 20 heures sont disparues parce qu'un client en a besoin. Donc, on est obligé de replanifier tout le temps. L'exemple du tableau d'intensité des tâches, ben, c'est un exemple, c'est un tableau qui a été fait. Il y a un développeur un bon matin qui est venu me voir. Il dit, j'ai découvert une technique pour faire telle fonction. Ben, j'ai dit, parfait, moi j'ai besoin d'un tableau d'intensité des tâches, c'est dans le cahier de charge, j'aimerais ça qu'on le fasse. Fait que là, il est parti de son côté pendant un mois. Il est revenu avec un tableau magnifique là, qui ressemblait beaucoup à ce que j'avais demandé. Mais il manquait des petites fonctions. Il manquait des ajustements et des petites choses que j'aurais aimé qu'il soit dans le tableau qui étaient importantes pour nos clients. Donc, il repart avec les corrections à faire. Mais là, il part sur un autre projet. Il est happé par d'autres projets de développement sur mesure. Puis les semaines passent, les mois passent. Puis éventuellement, il a quitté l'entreprise. Il est parti. Il y a eu un autre emploi plus intéressant. Et puis, on est resté avec un tableau très bien fait, mais très compliqué dans la façon qu'il était développé. Puis là, les autres développeurs voulaient pas faire des modifications là-dedans. Ils voulaient le réécrire au complet.
Ce qui fait que ce mois de travail-là a été jeté à la poubelle, disparu. Puis on a un tableau des tâches qui n'existe toujours pas dans notre système actuel. On a l'habitude des gros projets. On en fait plein. On a du développement sur mesure, on a des gros clients, on fait des gros projets. On a l'habitude, on est capable de travailler avec ça. Mais non, c'est pas si simple non plus. Ça prend, je pense, une méthode de développement. Nous, on a travaillé en méthode agile. J'ai cherché sur Internet, il y en a des dizaines de méthodes de développement, sinon des centaines, il y en a vraiment plusieurs. Je porte pas de jugement sur laquelle est la meilleure, c'est la seule qu'on a essayée. Mais ça fonctionne bien. Donc, c'est super important d'être très méthodique. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une grosse tendance, quand on a un grand projet comme ça, à butiner. C'est-à-dire qu'on fait un petit bout dans la section de vie, un petit bout dans les feuilles de temps, un petit bout dans les projets, on va connecter 3-4 affaires ensemble. Puis là, quand on revient dans les devis 2 mois plus tard, on dit « Ah tiens, j'aurais pu le faire différemment, ça. » Fait que là, je le modifie, je l'améliore. Puis là, on se trouve à aller d'une section à l'autre sans jamais terminer ce qu'on a commencé. Fait qu'on se retrouve avec un système très gros qui est développé à moitié partout, mais qui n'est pas fini dans aucune section, qui n'est pas arrivé à terme. Donc, tandis que quand on travaille avec une méthode, comme la méthode agile, on fonctionne en sprint. Donc, on se donne des objectifs pour un sprint, on les fait jusqu'au bout, avant de passer au suivant. On ne peut pas passer dans le sprint suivant sans avoir terminé le premier. Présentement, on est dans le sprint 21 de la casserole Nova. Donc, il n'y a rien qui va se faire en dehors des limites du sprint 21, tant que ça ne sera pas terminé. Okay. Ensuite, bien évidemment, quand on n'a pas de méthode, ben, ça va de soi, là, mais la structure, la façon de nommer les choses, les commentaires, c'est super important en travaillant en équipe. Puis la communication dans l'équipe aussi, c'est vraiment difficile, surtout quand on a des développeurs occasionnels sur le projet. Donc, ils arrivent dans le projet, ils ne savent pas quelle convention on a changé, quelle façon de faire on a modifié dans les dernières semaines. Puis il faut qu'ils puissent rapidement trouver cette information-là avant de pouvoir continuer. Donc, naturellement, si je donne 52 000 tâches à un développeur, il fouille là-dedans, puis il prend ce qui est intéressant à faire. Il va choisir les tâches qui offrent des défis techniques plus intéressants si c'est ce qu'il aime faire. Il va choisir des tâches qui sont plus agréables, puis il va laisser tomber, en fait, les tâches plus laborieuses ou plus ennuyeuses. Ce qui fait qu'après 4 ans de développement, la casserole Nova avait presque aucun rapport. Parce que faire des rapports, ben, c'est pas nécessairement ce qu'on préfère. Puis la casserole d'avant, la version 5, avait 125 rapports différents. Puis la casserole Nova n'en avait aucun. Donc, après 4 ans de développement. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ensuite, ben, évidemment, comme on avait des problèmes avec la façon de nommer puis la façon de structurer les choses, ben, il y avait certains membres de notre équipe, que je ne nommerai pas, qui faisaient beaucoup de ménage. Qui faisaient vraiment, chaque jour, renommer des choses, replacer le graphe, remettre ça à leur goût, parce que comme les autres développeurs avaient déplacé des choses qui n'étaient pas... Donc, il y avait beaucoup de temps qui était perdu là-dessus. Puis il y a une rumeur qui circulait au bureau, j'espère qu'il n'est pas tout à fait vrai, qui disait qu'on faisait un base element chaque jour. Donc, on faisait un rapport base element chaque jour de la casserole. Puis là, ben moi, je m'amuse, tu sais. J'aime bien les mathématiques, donc je me dis 196 semaines, 5 jours par semaine, ça fait 980 jours. Mettons que faire un base element, c'est 20 minutes. Mais ça fait quand même 45 jours de développement passé à faire de base element. Donc, c'est quand même beaucoup de temps perdu pour juste s'assurer que rien n'est cassé dans le système. Et là, je fais une parenthèse dans ma session. Je m'arrête un instant pour dire que, oui, ici dans la salle, il y a Salvatore qui travaille chez Goya. Il y a aussi mon ami Vince qui travaille pour Inspector Pro, donc je voulais pas nommer juste Base Element, parce que chez Finfino, on travaille avec les deux. La pause publicitaire, Tommy. Donc, connerie numéro 6, nos développeurs ont de l'expérience, ils codent comme des chefs. Donc, pas besoin de vérifier ce qu'ils font, ils sont bons, tout va être parfait. Mais non, ça marche pas comme ça non plus. Ça prend quelqu'un qui valide. Ça prend vraiment ce qu'on appelle de l'assurance qualité, donc quelqu'un qui va passer derrière, qui va s'assurer que tout est cohérent et que tout fonctionne bien.
Donc, il faut valider les tâches. C'est pas tout de mettre 75 tâches dans un sprint, mais à la fin des 75 tâches, il faut que quelqu'un les repasse une par une pour voir s'ils ont été faites, s'ils ont été bien faites, et s'ils ont été faites selon ce qu'on avait demandé. Il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des façons de mal se comprendre. Donc, il faut corriger aussi tout ce qu'on a vu avant de passer à l'étape suivante. Donc, on peut pas laisser un sprint à moitié fini pour passer au suivant, puis en se disant, on y reviendra plus tard. Ça marche pas comme ça. Donc, la cohésion du code, l'interface, c'est important. Si tu as une équipe qui travaille sur un bout du logiciel pendant qu'une autre équipe travaille à l'autre bout, ça se peut qu'ils ne codent pas de la même façon, ce qui n'est pas une tragédie. Mais si, dans l'interface utilisateur, il y a des choses d'utilisation qui sont différentes, c'est bizarre. Si chercher dans la section devis, c'est pas pareil que chercher dans la section projet. L'utilisateur va pas s'y retrouver. Mais malgré tout ça, il faut choisir ses combats. Donc, c'était quelque chose que je ramène à chaque session, mais on n'atteindra jamais la perfection. Donc, il faut à un moment donné choisir ce qui est important de corriger et ce qui ne l'est pas. Le logiciel parfait qui n'a aucun bug n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai jamais vu. Donc, il faut assumer que c'est la même chose avec ce qu'on est en train de faire. Et puis, le chef de produit doit approuver ce qu'il a vu. Donc, une fois que la sprint est validée, le chef de produit se dit « Parfait, ça va, ça respecte ce que j'ai demandé. » Et puis, on ne revient pas sur ce qui est là-dedans avant d'avoir fini tout le reste. Donc, on ne peut pas butiner, on ne peut pas revenir, on ne peut pas modifier sans arrêt les mêmes affaires. Donc, des petites notes. Tester avec une quantité de données qui correspond à l'application. Tu sais, quand on développe avec 100 projets dans le système, puis là, on l'installe chez un client qui a 75 000 projets. Mais la performance ne sera pas la même, évidemment. Donc, c'est quand même une bonne idée de tester ce qu'on fait avec des vraies données, dans une situation qui est proche de la réalité. Tester sur toutes les plateformes aussi. Donc, nous, on a eu beaucoup tendance, on travaille sur Mac, donc on a beaucoup de nos tests qui sont faits sur Mac, et c'est quand même important de tester sur Windows, tester sur iOS, tester sur toutes les plateformes où on va éventuellement utiliser le système. Puis, je pense que c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui est pas un développeur, qui a une vue d'ensemble plus large pour vraiment voir l'application dans son ensemble et puis être capable d'identifier plus facilement ce qui cloche avec du recul. Donc, des petits trucs en vrac. Je viens de le dire. On n'atteindra jamais la perfection, jamais. Donc, c'est impossible. Donc, à un moment donné, il y a un choix à faire de dire cette section-là n'est pas exactement comme j'aurais souhaité l'avoir, mais c'est pas grave. On va aller de l'avant quand même. Ça, c'est une phrase importante aussi. Ça fait partie un peu de la même chose, mais c'est pas exactement codé comme j'aimerais l'avoir. C'est pas nommé comme il faudrait que ce soit nommé. Le graphe est un peu de travers, mais ça marche. Puis à un moment donné, on peut pas passer trop de temps à faire du ménage, à mettre ça propre, à faire que les choses soient tout alignées parfaitement et que tout soit extraordinaire. Il faut à un moment donné choisir ce qu'on fait et ce qu'on fait pas pour arriver un jour sur le marché. Ça, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de ma session. C'est très difficile de faire du service et des produits en même temps. Pour un peu toutes les raisons qu'on a parlé. Mais je vous le dis, c'est vraiment pas simple de faire les deux en même temps. Faire un produit, ça demande une façon de développer différente, une façon de réfléchir différente, une façon évidemment de mettre en marché, de vendre qui est différent aussi. On s'adresse pas du tout au même type de client. Donc, s'il y a vraiment des différences importantes, puis c'est pas simple de faire les deux en même temps, croyez-moi. Et puis, suivre le plan. Peu importe la méthode qu'on choisit, je dis pas que la méthode agile est la meilleure, mais peu importe la méthode qu'on choisit, il faut la suivre jusqu'au bout. Il faut faire les choses selon les règles. Donc, un projet comme ça, c'est un grand tiers de préparation, un bon tiers de développement, un tiers de correction et un petit tiers de collaboration. Oui, ça fait 4 tiers, je sais, je suis en France, donc je vous ai mis une petite image de mon auteur français préféré. Donc, les conséquences de tout ça, on a vu la slide là, du projet initial, on avait prévu faire 18 mois, on est rendu à 48. On avait prévu avoir un développeur, on en a eu 12, dont les 2 premiers ont fait 5200 heures et 3900 heures. On a voulu utiliser le temps disponible de l'équipe. C'est pas si simple. Ça peut peut-être se faire, mais c'est vraiment pas facile. On a aussi
On avait prévu avoir l'équivalent de la V5, ben c'est raté, parce que on est rendu à la 4e évolution de la Nova, puis il manque encore des fonctions. Ce qui fait que c'est impossible aujourd'hui de migrer nos anciens clients à la nouvelle version. Et puis, on voulait ajouter des nouvelles fonctions graduellement. Ben, ça aussi, c'est raté parce qu'il y a des choses qui manquent et des choses en trop. Donc, dans un projet comme ça, il y a des facteurs humains. On travaille avec des humains. C'est un projet qui est réalisé par des vraies personnes. Puis, le manque de leadership, changer de cap, changer d'idée, bouger à gauche, à droite, gaspiller des heures, tout ça, ben, ça ruine le moral des troupes de façon assez... je vous surprendrai pas en vous disant ça. Les gens se mettent à faire les tâches un peu n'importe comment, un peu de façon machinale, parce qu'ils se disent, de toute façon, ce que je fais, dans un mois, il sera plus dans le système. Puis on perd de l'implication, puis on perd puis tout ça est une roue qui fait en sorte que le projet va de plus en plus mal. Donc, il y a la question d'argent aussi, que d'habitude on ne parle pas, mais là, je vais vous en parler. Donc, c'est évidemment un projet qui a coûté beaucoup trop cher. La rentabilité de tout ça est quand même assez difficile à atteindre. Je vous ai parlé des 113 clients sur 5 ans, donc ça va finir par arriver, mais ça va quand même prendre du temps. Et puis bon, ben, jeter de l'argent par les fenêtres, c'est certain que ça aide pas à garder le bon moral des troupes. Puis évidemment, moins on a d'argent, moins les options pour se sortir de cette situation-là sont nombreuses. Donc on a de moins en moins de façons de réussir à remettre le projet sur les rails. Il y a la question du temps aussi. Donc, évidemment, on a livré le produit avec 2 ans de retard. On a annoncé que la nouvelle version allait arriver bientôt, beaucoup trop tôt. Ce qui fait que les clients, évidemment, attendaient la nouvelle version. Les acheteurs potentiels voulaient pas acheter la vieille version parce qu'il y en a une nouvelle qui s'en vient. Fait que là, c'est une roue aussi qui fait que moins on fait de ventes, moins on a d'argent. Moins on a d'argent, moins on fait de ventes. Donc, c'est difficile de s'en sortir. Donc, en perdant des clients, évidemment, on perd les revenus. Puis là, ben, un bonjour, on s'arrête, ou je m'arrête. Puis je me dis, ben là, il faut changer les choses. Il faut faire quelque chose pour s'en sortir. Ce projet-là, le produit est magnifique, puis on veut le mettre en marché un jour. Donc, il faut qu'on change notre façon de faire. Fait que là, j'ai eu des grandes réflexions dans un chalet dans la forêt canadienne avec un feu de bois. Donc, en rondin, comme vous dites. Donc, je me suis dit, il faut que le chef de projet s'occupe de son produit. Donc, moi, il faut que je redevienne disponible pour m'occuper de ce produit-là. Ça fait 25 ans que je le fais. C'est évidemment moi qui le connais le mieux, puis c'est évidemment moi qui est au courant de ce qu'il faut faire. Il faut que le projet puisse se terminer. Puis pour ça, il faut que le moral des troupes change, puis qu'on retrouve là, un bon focus là, sur ce projet-là. Il faut aussi remettre de l'argent dans les coffres pour être capable de finir, parce que au bout d'1 million d'euros dépensés, puis ça fait beaucoup d'argent, donc il fallait qu'on trouve une façon. Il fallait avoir quelque chose à vendre rapidement, parce que moins on fait de ventes, évidemment, ça améliore rien. Donc, puis on avait évidemment l'intention, on venait de faire une version multilingue, on voulait mettre l'effort sur l'exportation, mais l'exportation, ça se fait pas non plus à partir de ma cabane en rondin. Ça se fait en prenant l'avion, en allant à l'étranger, en faisant des sites web dans plusieurs langues, tout ça. Donc, ça prend de l'argent aussi pour faire ça. Donc, j'ai choisi, après de grandes réflexions, de vendre la partie de développement custom, de développement sur mesure, à mes amis de Direct Impact qui sont à Montréal. Puis eux sont des super spécialistes dans le développement sur mesure, et puis de moi me consacrer uniquement à la casserole. Donc évidemment, cette vente-là m'a redonné un peu de moyens financiers, m'a permis de changer l'équipe et puis de faire les changements qui s'imposaient pour qu'on puisse réussir à mettre notre focus vraiment sur le produit. Donc l'histoire se termine un peu comme ça. Et puis maintenant, ben, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ben, on est comme dans un nouveau départ. Notre Titanic s'est changé en bateau sport beaucoup plus facile à conduire et beaucoup plus performant. Toutes les erreurs et les conneries qu'on a fait, ben, on les a assimilées, on a compris cette expérience-là, puis on les a gardées avec nous pour pouvoir évidemment continuer le projet de bien meilleure façon, puis de vraiment ne pas répéter nos erreurs, parce que faire une erreur, c'est tout le monde en fait. Faire plusieurs fois la même erreur, mais ça, c'est vraiment con.
Donc, on se retrouve dans une situation un peu bizarre où on est comme un peu une espèce de start-up. On est une équipe plus petite, on a un produit nouveau, mais on a 12 ans d'histoire. On a un certain nombre de portefeuilles de clients, quand même intéressant. Puis on a un produit qui est prêt, qui a un potentiel quand même assez énorme, puis qu'on espère bien en vendre, doubler notre nombre de clients dans les prochaines années. Donc, dans notre nouvelle organisation, les rôles et responsabilités sont clairs. On a une nouvelle organisation du travail. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on n'a plus de clients qui viennent au bureau, on n'a pas besoin de montrer à nos clients de custom qu'on a une équipe de 25 personnes. Ben, les gens peuvent travailler de la maison, travailler à domicile. On communique de façon différente. On a maintenant 2 nouveaux développeurs qui travaillent uniquement sur la casserole, donc qui n'ont jamais besoin de sortir de ce projet-là pour faire autre chose. On a quelqu'un qui fait du UX UI à temps plein, donc qui fait que ça, et que sur la casserole, donc qui s'assure vraiment de l'intégrité, de l'apparence de la casserole. Et puis on communique de beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est un des points qu'on a évidemment appris, qu'il fallait mieux se parler entre nous. Donc ça fonctionne vraiment mieux. Donc l'équipe actuelle est de 9 personnes, on est passé de 20 quelques à 9. Donc je viens de vous le dire, mais peut-être ce qui est bon de noter sur cette slide-là, c'est que la moitié de l'équipe s'occupe des ventes et supports. Donc, les différences de faire un produit par rapport à faire du custom, c'est un peu ça. Donc, chez nous, malgré qu'on est 9, on a juste 2 développeurs qui travaillent sur le produit. Parce que l'aspect vente, l'aspect support, service après-vente de nos clients est quand même important. Puis il y a aussi un gros monsieur avec une montre. Donc, le développement agile, je dirais qu'on fait peut-être pas la méthode agile de A à Z, là, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis on a un seul projet, mais on travaille vraiment avec une roadmap qui est très claire, donc on sait où on s'en va, on sait ce qu'il va y avoir dans chaque nouvelle version. On travaille en mode sprint, c'est-à-dire qu'on ferme une boucle avant d'en démarrer une autre systématiquement. On travaille beaucoup avec Jira, qui est un logiciel fait pour ça, là, pour travailler dans l'affectation des tâches et de travailler dans la méthode agile. On n'a personne, malheureusement, qui fait la validation, là, qui est séparé de l'équipe qui n'est pas développeur. Là, donc, on n'a pas une personne à temps plein pour faire ça. Ce qui fait que c'est l'équipe des ventes et l'équipe de développement qui valident les tâches eux-mêmes. Et puis ça se passe quand même assez bien, mais un jour ou l'autre, je pense que ça va nous prendre quelqu'un pour faire la qualité de ce qu'on fait à la fin là, du processus. Donc les différents outils qu'on utilise, je voulais vous partager ça. Donc on utilise évidemment la casserole pour faire nos factures. On utilise Slack pour communiquer, une outil de communication que j'imagine la moitié de la salle utilise, sinon plus. Balsamiq pour faire les maquettes. Donc, et puis Jira, qui est un système franchement intéressant là, pour l'affectation des tâches. On utilise Freshdesk aussi, qui est un logiciel de tickets pour quand les clients nous font des appels de support, ça rentre sur Freshdesk, puis ensuite on répond à ces et on construit une base de connaissances avec les réponses qu'on donne à nos clients. Donc la conclusion, ça aurait vraiment pu être un naufrage. Mais bon, ça n'a pas été un naufrage, Dieu merci. Si ça avait été un naufrage, je ne serais pas venu vous en parler, honnêtement. Donc, c'est un projet titanesque. On s'est embarqué dans quelque chose de vraiment gros qui aurait vraiment pu mettre en péril l'entreprise. Bon, heureusement, ça n'a pas eu lieu. On a appris beaucoup par rapport à tout ça. Les bonnes nouvelles, c'est que nos utilisateurs actuels, nos 40 clients actuels, vraiment sont ravis par le logiciel. Ça fonctionne très, très bien. C'est plus facile d'en vendre qu'avant aussi. J'étais à Paris là, toute la semaine dernière, puis on a fait plusieurs présentations, puis vraiment, là, la réponse est vraiment meilleure qu'avant. Le logiciel est plus jeune, plus dynamique là, que ce qu'on avait avant. Donc, l'avenir est plutôt beau devant nous. Nos prévisions de vente sont respectées jusqu'à maintenant, donc ça va quand même assez bien, malgré que ça fait seulement 4 mois, là, notre nouvelle vie. On a commencé en juin. Donc, l'avenir s'annonce plutôt bien. Puis, on est quand même assez optimiste face à ce qui s'en vient. Voilà. Merci. Salut Maxime, tu évoques pas le fait d'avoir été consulté tes pairs. J'imagine que ça a été le cas quand même, non? Est-ce que tu n'as pas été voir des gens qui ont qui avaient des profils un peu équivalents au tien, enfin, en taille d'entreprise, oui, c'est ça. Ça fait partie de la grande histoire que je peux pas raconter dans tous les détails, mais je fais partie d'une association au Québec qui s'appelle l'Association québécoise des technologies.
Puis il y a un peu toutes les entreprises en technologie sont regroupées là-dedans. Puis ils font un événement que moi j'apprécie beaucoup qui s'appelle Vision PDG à chaque année. C'est un espèce de congrès qui a lieu à chaque année où il y a que les présidents des entreprises. Donc le directeur des ventes peut pas venir, les vice-présidents peuvent pas venir. C'est vraiment que des présidents. Puis on fait des huis clos qu'on appelle. Donc on s'assoit dans une salle 8-10 présidents avec un sujet défini, mais il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de modérateur, il n'y a pas d'expert. On est sous le sceau de la confidentialité. Puis on peut partager ce genre de choses-là, puis discuter de notre modèle d'affaires, de notre culture d'entreprise, de n'importe quel sujet, en fait, avec d'autres présidents qui ont... Plusieurs ont passé dans les mêmes... Moi, j'ai appris beaucoup avec ces événements-là, parce que durant les 4 ans que duré ce projet-là, évidemment, ça n'a pas été la catastrophe du début à la fin. Là, on a eu des bouts où ça allait bien, là, parce qu'on a quand même fait un produit qui marche. Là. Mais donc, on a appris beaucoup, puis on a en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié l'ouverture de ces gens-là. Des fois, tu discutes avec un président d'une entreprise qui a 1500 employés en techno. Il a passé à travers beaucoup d'épreuves aussi, puis on a tous des cicatrices d'entrepreneurs, là, donc c'était franchement intéressant, j'ai appris beaucoup là-dedans aussi. Maxime, tu disais que tu fais des sprints et tu complètes c'est une section. Quand c'est fini cette section-là, et tu fais des autres modules, est-ce que tu vas repasser, tester les choses qui sont finies? Ou est-ce qu'il... Oui. Alors, tu passes tout... Oui, s'il peut avoir un impact, en fait. C'est, okay. Par exemple, les fonctions sur les factures vont impliquer les coûts. Donc, on facture des coûts. Donc, même si les coûts sont terminés puis qu'on travaille sur la section facture, on va aller tester si ça n'a pas si ça n'a pas fait quelque chose de anormal dans la section des coûts. Mais c'est sûr qu'on teste peut-être pas avec autant de détails là, que quand on est vraiment sur les tâches d'un sprint. Est-ce que tu as regardé à faire des tests automatisés? Non, mais on a eu, à l'époque où on avait la plus grande équipe, on avait une spécialiste en assurance qualité qui nous avait commencé à nous parler de ça, puis on avait regardé ça. Elle avait une façon très infaillible là, de faire des tests. Là. C'est presque, c'est comme à chasse 99,9% des bugs. Là. Mais c'est sûr que ça demande une méthode qui est très compliquée, qui demande beaucoup d'efforts. Avec l'équipe qu'on a présentement, je pense pas que c'est possible, mais un jour, j'aimerais bien en arriver à ça. Tu nous as donné un ordre de grandeur du produit, 96 tables, des milliers de rubriques de scripts, et puis des centaines de clients. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe général, parce que dans le détail ça va pas être possible, de comment tu gères la migration d'un ancien client sur la nouvelle version, au niveau de l'import des données, de l'organisation, sachant qu'en plus tu héberges, si j'ai bien compris, tu héberges tout sur des serveurs, pour qu'il n'y ait pas de perte de données. Et puis si par exemple tu as un client qui t'appelle puis qui te signale vraiment un bug majeur, je veux dire dangereux, qu'il faut corriger immédiatement et qu'on n'avait pas trouvé parce qu'il se déclenche dans un cas particulier, et que tu dois déployer ça sur tes 500 clients en urgence, techniquement, en pratique, comment tu fais? Quels outils tu as pu inventer pour ça? En fait, c'est vrai qu'en FileMaker, c'est un très gros défi, la migration des données puis les mises à jour. C'est certain qu'ils en ont parlé ce matin, puis je pense que je peux le dire, mais ce qu'on a vu à la DEFCON cette année, c'est qu'ils ont amené des nouvelles vraiment intéressantes pour les gens qui font des solutions comme moi, qui vont améliorer, simplifier tout ça. Mais David, au bureau, qui est celui qui gère les serveurs, tout ça, a développé un outil qui permet de mettre à jour un serveur au complet automatiquement. Donc, supposons qu'on a 40 casseroles hébergées sur un serveur. Je pense qu'on a 17 serveurs en tout, un peu partout, là, qui gèrent l'ensemble de nos clients. Il déclenche son système et puis il va amener la nouvelle version, intégrer les données de l'ancienne dans la nouvelle, fermer l'ancienne, démarrer la nouvelle, puis il fait ça pour l'ensemble des 40 casseroles automatiquement. Donc, c'est un processus qui est très long, qui est beaucoup raccourci par les nouvelles fonctions qu'on a vues à la DEFCON et qu'on a très hâte d'utiliser en vrai. Mais c'est un processus qui est très compliqué. Puis c'est vrai que ça reste... Faire un produit comme la casserole avec FileMaker, ça a des avantages énormes au niveau du développement, de la facilité, de tout ça.
Mais il y a des inconvénients assez importants aussi, puis ça, c'en est clairement un, là, de migrer les données, faire des mises à jour rapides. Si on trouvait un bug critique et qu'il fallait mettre nos 500 clients à jour en dedans d'une semaine, c'est impossible. Donc, ça prend plus de temps que ça. C'est fini, c'est l'heure de manger. Merci.